Aujourd'hui, dans cet épisode d'Autour d'une photo spéciale invité, nous recevons le photographe de grande renommée Bernard Brault, une référence en photographie sportive. Ayant travaillé pour la presse pendant une grande partie de sa carrière, le photographe, toujours actif, a remporté plusieurs centaines de prix à travers le monde pour l'étendue de son travail, en plus d'avoir reçu la médaille de l'Ordre du Canada. Bernard nous raconte l'histoire autour d'une photo prise il y a plus de 30 ans, mais qui fait encore jaser de nos jours. La photo d'une marmotte. Je suis Rémi et vous écoutez Autour d'une photo, le balado. Aujourd'hui, Bernard, la photo que tu as choisi de nous parler, en fait, l'histoire autour de cette photo-là, c'est une photo que j'ai déjà vue. Je pense qu'elle revient souvent quand on fait des recherches sur Bernard Brault, photographe. La photo d'une marmotte à la F1. Peux-tu me parler, premièrement, pourquoi tu as choisi cette photo-là? Donc, en fait, j'ai la chance de couvrir tous les Grands Prix du Canada depuis 1978. À ses débuts. Premier Grand Prix du Canada, victoire de Gilles Villeneuve en 1978. J'étais accrédité pour le Courrier du Sud de Longueuil. Avec les 2 ou 3 premières années, j'étais accrédité Courrier du Sud. Ensuite, j'étais accrédité pour les agences de presse. Par la suite, pour la presse. Et depuis 4 ans, je couvre le Grand Prix du Canada pour l'organisation. Tu as fait tous les Grands Prix? Je n'ai manqué aucun Grand Prix du Canada. Je suis le seul photographe qui a fait tous les Grands Prix du Canada. Mais pourquoi j'ai choisi cette photo-là? Parce qu'en 89, elle a été prise en 89, et j'étais sur la tour de départ dans le virage Senna, qui n'était pas le virage Senna à l'époque. Fait que là, il y a un photographe, Michel Ponomaret. Non, Dieu, Pono-Presse. Pono-Presse, qui me dit « Hey, as-tu vu la marmotte? » Je me retourne, je prends des photos, la marmotte disparaît. Et je tiens à préciser que tu n'étais pas en digital, là. Non, ça, c'est en film négatif couleur. On ne sait pas, ils sont là parce que quand tu prenais une photo, le miroir levait et que tu n'avais pas l'instant précis. Le film est envoyé à la presse. À l'époque, il y avait des messagers qui venaient chercher les films. J'arrive, le film est développé. Je commence à regarder mes négatifs avec la loupe et je vois la fameuse marmotte qui a fait la une des sports de la presse le lendemain. C'est ce qu'ils ont décidé de diffuser, entre autres, ou c'est ça qui représentait? C'était la une des sports. Parce que c'est une photo. La une des sports. La une des sports, parce qu'il y avait le cahier des sports à l'époque, qui était plus petit que le tabloïd. Puis c'est la photo qu'ils ont choisie, mais c'est sûr, j'en ai entendu parler parce que c'est une photo. J'ai participé à des concours. J'ai gagné un prix aux États-Unis, le magazine Sporting News. Mais au Québec, la fédération, ça s'appelait la presse sportive du Québec. Et je n'avais pas gagné le premier prix parce qu'ils pensaient que c'est une photo truquée. Mais en fait, j'ai eu le négatif pour prouver que c'était pas truqué. Fait que c'est une photo qui a marqué, parce que j'en ai entendu parler. J'ai fait une entrevue avec Pierre Houd, entre autres, qui a parlé de la marmotte. C'est une photo au fil des années qui a suivi, parce que les fameuses marmottes des îles, on en voit de temps en temps. Il y a juste la marmotte qui n'a pas parlé. Oui. Est-ce que tu savais, même en voyant ton négatif, qui était... Parce que je vois ici le foyer, là. Elle est tout en focus, puis en arrière, c'est un peu... le background est hors foyer, mais la marmotte, elle est là en foyer. C'est sûr que le foyer était fait sur la marmotte, mais j'avais aucune idée qu'elle était sur ses pattes arrière, puis que la voiture de Ricardo Patrese soit juste derrière. C'est un coup de chance, là. En numérique, je l'aurais su tout de suite, mais en négatif, tu peux pas dire « Hey, j'ai une photo de la marmotte avec l'auto. » Faut jamais que tu dises que tu avais la photo. Attends de voir avant de parler. Dans ça, là, c'était en pellicule. Oui. Mais est-ce qu'il y avait des moteurs, ça? Est-ce que tu pouvais prendre plus oui, que... il y avait des moteurs. En mode moteurs. rafale? Ou... Oui, mais les rafales d'aujourd'hui, le nouveau Nikon Z9, il y a une rafale à 120 images secondes en photo, avec la moitié des pixels, mais à 60, plein capteur, 48 millions de pixels. Les chances de réussite sont plus grandes. Je comprends. À l'époque, je me souviens pas, c'était des Nikon F2 ou F3. On avait des 4-5 images secondes. Ben, il fallait que tu la vois. Oui, ça, c'est sûr, c'est sûr. Tu retournes, puis la prendre. Fallait que ton focus soit fait, ton exposition soit bonne. Tout était manuel, en fait. Mais là encore, aujourd'hui, tu peux pas présumer que l'auto va arriver en même moment. Ben non, il y a une partie là, de surprise, de chance. Oui. J'espère que le pilote a cette photo-là encadrée chez lui. L'année d'après, je lui avais montré, là, je ne sais pas s'il y a la photo, mais à la maison, j'ai une photo signée. C'est rare que je fais signer des photos, mais
Ricardo Patrese l'avait vu, puis Puis je pense qu'il avait souri. Là. Oui, mais en tant que coureur automobile, il n'y avait pas le même minding qu'on a, nous autres, de photographes. C'est un exploit pour un photographe. Oui. Pour lui, je l'aurais écrasé, c'est tout. Ben C'est oui, pas grand-chose. cette année, Excusez pour la Lewis marmotte. Hamilton a écrasé une. Là. Ouais, puis ce que je trouve drôle, moi, de la photo, c'est que la marmotte a de l'air quasiment plus rapide que le coureur derrière. Oui, Fait que ça- sur ses pattes arrière, là, je pourrais recommencer des milliers de fois, ça n'arrivera pas. Là. Je n'ai jamais photographié d'autres marmottes à part celle qui était morte. Mais comme ça, les chances de réussite sont minces. En tout cas, quand tu dis, ça m'a vraiment frappé, qu'un concours ait refusé ton image parce qu'elle pensait qu'elle était Oui. truquée. Au Québec, OK, c'est spécial ben, quand je même. l'ai, le livre qui a été publié. Sporting News faisait un livre à l'époque, un concours photo, puis elle avait gagné le premier prix. Dans ces années-là, 69, 70, j'ai fait une photo, une démolition d'un clocher Oui. d'église. Là, peut-être où je ne sais Oui, pas, là. ben oui. OK, cette image-là. Je l'ai réutilisée dans une exposition il y a 7-8 ans à peu près. Et il y a 2 graphistes dans la même année qui ont vu l'image et qui m'ont félicité d'avoir fait un très beau montage Photoshop. C'est drôle. C'est un peu comme Tu sais, toi avec c'est comme ta si marmotte. tu dis, Oui. c'est refusé parce que c'est pas une vraie photo de marmotte. Et moi, on a dit c'est un beau montage. Non, non. J'ai dit c'est une vraie photo, noir et blanc. Ben ouais, tu sais, fait que c'est de voir comment que l'évolution de nos métiers a fait qu'aujourd'hui, tu sais, comment une image peut être considérée comme les fake news en journalisme, là, c'est la même chose. Oui. Cette photo-là avait été considérée comme étant fausse alors que c'était vrai. Tu sais. C'est une superbe image, là, je m'en souviens. Est-ce que tu peux me raconter comment a commencé, toi, ta carrière? D'où ça vient, cette passion-là pour la photographie? J'ai commencé en 1976, ça va faire près de 50 ans maintenant. J'ai commencé la photographie parce que j'aimais beaucoup les cartes de hockey. J'ai été abonné au magazine Sport Illustrated, qui est un magazine américain avec des photographes extraordinaires. Ça m'a beaucoup inspiré. Puis ça, j'avais à peu près 16 ans à l'époque. C'est comme ça que j'ai décidé de faire un peu de photos. Puis à l'âge de 20 ans, ben, j'ai publié ma première photo. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'âge de 16 ans et 20 ans? Ben, j'étais encore au secondaire, cégep. J'ai commencé à avoir une chambre noire. J'ai débuté, comme tout le monde, avec sa propre chambre noire. Puis vraiment, ce qui m'a donné ma première ouverture, c'est que je suis allé au Courrier du Sud de Longueuil. Je photographiais le hockey junior B au Colisée Jean-Béliveau. Et je suis allé porter des photos de hockey parce qu'à l'époque, il y avait le photographe travaillait en 4x5 qui faisait seulement des rangs d'oignons et qui n'avait pas de photos d'action. Je suis arrivé un vendredi matin. Il m'a acheté 5 photos au coût de 5 $ pour les 5, donc 1 $ chacune. Et le mercredi suivant, je reçois le journal à la maison. Photo en page 1 avec mon nom, ça m'a comme donné la piqûre. À l'époque, j'aimais beaucoup le hockey, tous les sports, mais la première photo au public, comme je te disais, c'est une photo de hockey. Par la suite, j'ai commencé à suivre un cours un mois après à l'école School of Modern Photography, qui était sur la rue Bleury. Une école américaine, mais c'était en français. Un cours de 3 mois de chambre noire, prise de vue au 4x5. Et là, au même instant, le Courrier du Sud me demandait des affectations. Comment ça se passait dans ce temps-là, mettons, au Courrier du Sud, pour l'achat des films et mettons, les chimies de chambre noire et tout ça, c'était inclus dans le paquet? Moi, je vendais mes photos. J'incluais mes photos de mes coûts de matériel de film, de chambre noire et tout. Puis ça faisait mon affaire parce que j'avais quand même, mais le coût d'1 $ a augmenté avec le temps. Je couvrais plusieurs hebdos Rive-Sud. Ah, aussi? 7 ou 9 hebdomadaires. OK. Il y avait Boucherville, Saint-Bruno, Sainte-Julie, La Prairie. Parfois, je faisais des photos pour les autres hebdos en plus. Tu gardais les droits de ces négatifs-là? C'était tout à toi? Les négatifs sont tous chez nous. Je vendais les photos, un 5x7 comme toi. Ah ouais. J'allais à ma chambre noire, puis le lendemain, je livrais les photos. C'est comme ça que le match de hockey, le premier match que j'ai fait, qui était un lundi, en fait, par la suite, les matchs étaient le lundi soir, puis le journal était publié le mercredi. Mercredi, nous autres aussi. Okay. Donc, je livrais très tôt le mardi matin pour que ça soit dans le journal du mercredi, qui était quand même une expérience d'heure de tombée où j'ai appris assez rapidement à fournir les photos. C'est très important pour les photographes. Il y en a qui ne comprenaient pas ça. Si tu arrives à une photo de fait divers 2 jours après, il est trop tard. Il faut que tu livres très rapidement. Elle peut être un peu moins bonne, ta photo, mais il faut qu'elle arrive à 4 heures. Si tu n'es pas là, on n'en a pas. Et tu as dû avoir, comme moi aussi, ça s'est développé.
Si tu faisais du travail pour une équipe de hockey, les parents voulaient avoir des photos, tu pouvais avoir un on the side un peu, peut-être vendre certaines images. Ben, c'est sûr, quand tu travailles dans un hebdo, tu te fais des contacts parce que tu es le seul photographe. J'ai travaillé beaucoup pour le Parti québécois parce que j'ai eu la chance, en 76, c'est l'élection de René Lévesque, 15 novembre 76, et son comté, c'était Taillon à Longueuil. Oui, ça arrive ça, ben oui. Le journal était très pro-péquiste, donc à chaque lundi, quand René Lévesque venait visiter les électeurs, ben j'étais là pour Il le revenait dans son photographier. comté, toi, tu le couvrais pour le journal. Puis René Lévesque, quel personnage photogénique comparé aujourd'hui où les politiciens, c'est difficile d'avoir un accès, qui font des activités. Maintenant, Le monde à est plus l'époque, frileux aujourd'hui. oui, à l'époque, Oui, René Lévesque, tout le monde fumait dans le Parti québécois. Tu vois, il y a plein de photos avec les cigarettes. Il joue aux cartes, au fer à cheval. J'ai des tonnes de photos de René Lévesque. On avait un accès privilégié à ces gens-là. Hein. Les médias n'étaient pas une menace pour ces gens-là. Aujourd'hui, les gens vont dire Oui. ça va être juste des photos up. Là. On va faire une photo avec le premier ministre, le directeur de la compagnie. Dehors, tout le monde a la même image. On peut-tu l'avoir à part? Ça dure 30 secondes. Exactement. T'sais, à l'époque, même les gardes du corps me connaissaient. Là. C'était facile d'accès. Puis René Lévesque, il se posait pas la question s'il avait l'air fou ou non. Là, toutes sortes de photos dans différentes situations. Et ça fait toujours des belles images quand il y a de la fumée impliquée avec des rayons de lumière. Ben oui, avec la cigarette, on c'est a le seul avantage. des dizaines de photos. Tu parlais tantôt de chambre noire. Est-ce que c'est à quel moment que tu as switché du noir et blanc à la couleur? On a commencé à la presse à faire des photos en négatif couleur au début des années 90, mais en fait, à mes débuts Vous à n'avez la... pas commencé en slide? Vous n'avez pas commencé Oui, en diapo? c'est ça. En 84, quand je suis rentré pour le centenaire de la presse, on faisait diapositive, couleur et négatif noir et blanc. Donc, si on voulait avoir une photo en une, il fallait penser la faire en diapositive. Fait qu'une diapositive, ce que maintenant la génération de photographes ne connaissent pas, il fallait que tu sois très, très précis. Tu n'avais aucune marge de manœuvre sur ton cadrage ni sur ton exposition. Maintenant, avec les logiciels, tu peux avoir une certaine latitude. Mais c'est ça, je rappelle à certains auditeurs, Photoshop n'existait pas dans ce temps-là. Non. Ta diapositive, c'était surexposé ou sous-exposé. Tu n'avais pas de marge de manœuvre. Il n'y avait pas la magie des bassins. Ton image un peu sous-exposée, tu la manipulais à l'agrandisseur, tu la développais, sous-développais, tu mettais en dessous de l'eau chaude, tu as dû faire ça en développant pour remonter les blancs. En diapo, c'est ça ou tu ne l'as pas. Non, exactement. Peut-être que tu t'ennuies pas de cette époque-là, ou peut-être que oui, mais est-ce que tu aimais ça faire de la chambre noire dans ce temps-là? Oui, j'ai C'est un autre beat que de prendre des photos. Là. Faire de la chambre noire. Je passais des heures à développer mes photos. Tandis qu'aujourd'hui, en fait, la moitié de ma carrière était faite en négatif et diapositive, puis l'autre moitié en numérique depuis la fin des années 90. En fait, j'ai eu mon premier numérique en 99. Mes premiers essais étaient au jeu de Nagano au Japon en 98 en numérique. Ah, le premier essai, déjà, en couvrant les Olympiques. Même, il y en a eu d'autres avant. Fait que ça existait quand même en 96 aux Olympiques d'Atlanta. Il y avait des photographes qui avaient du numérique. Fait que vraiment, fin 99 à aujourd'hui, essentiellement en numérique. Mais la chambre noire me manque pas, mais j'ai adoré ça. Tu n'as plus de stock de chambre noire. J'ai gardé tout tout. ça, J'ai mon fameux... Régent va souvent se souvenir du Gralab. Gralab, oui. Le timer Gralab, Gralab, là, qui est un classique. J'ai encore les bassins, j'ai encore les Patterson pour développer les négatifs. J'ai des tanks en métal aussi, en stainless. J'ai tout gardé. Mais tu as fait de la chambre noire quand tu étais à la presse? Oui. Il n'y avait pas des techniciens de... Il y avait des techniciens, mais la première journée, je suis rentré, j'ai eu un peu de difficulté avec le technicien parce que c'est moi, je disais de la façon de cadrer. Avec eux, ils n'étaient peut-être pas habitués à ce que quelqu'un soit derrière, mais tu sais, j'avais fait de la chambre noire depuis mes débuts dans les hebdos, puis aux agences de presse, c'est moi qui développais. Fait que je savais le cadrage que je voulais, mais parfois, c'est moi qui développais le week-end. J'imprimais mes photos aussi. Je trouve ça quand même drôle ce que tu me dis, ce que tu avais comme problématique avec les techniciens de chambre noire, parce que Régent, tu m'as conté la même chose au Montréal Matin dans tes débuts de carrière. Rappelle-nous, Régent, toi, c'était quoi? Comment que ça se passait avec les techniciens? Ben, c'est que je prends l'exemple. Montréal Matin, on a eu une grève. Montréal Matin, après la grève, a recommencé pendant 6-7 mois. Qui appartenait à la presse. La presse a fermé le Montréal Matin. Ça a été assez tragique, ça. J'ai trouvé ça assez spécial. Alors, après la fermeture du Montréal Matin,
On a eu, comme tout le monde, des ouvertures ailleurs. Un de nos photographes qui est décédé aujourd'hui, John Taylor, est allé travailler au Journal de Montréal. Et là, on m'a appelé comme technicien pour développer les photos. Mais les gens, comment je dis ça, même s'il y avait un syndicat, dans n'importe quel travail, tu as des bons employés photographes, tu en as d'autres qui sont moins. Alors, j'étais une menace pour eux autres. Parce que j'allais là comme développeur de négatifs. Ils savaient que j'avais ma carrière de photographe. Ils ont dit, ah non, il s'en vient comme photographe. J'enlevais pas le travail de personne, mais on venait de l'extérieur. Quand John Taylor est rentré au Journal de Montréal, on a mis une affiche dans la salle de presse. Il cherchait un photographe de 41 ans de métier, spécialiste en sport. Les gens avaient mis sa photo dessus. Ben oui. Et c'est de même qu'il y avait, pas détournement, là, mais qui ont pris lui au lieu de prendre un jeune qui était syndiqué, qui était dans la chambre noire. Tu sais. Fait que quand je suis arrivé là, comme technicien, j'ai fait une semaine de 4 jours. Après 2 jours, je développe les films d'un des photographes qui n'est plus là aujourd'hui. Là. Puis lui, il rentre dans la chambre noire. Tu sais, on lavait les photos longtemps, les négatifs, dans l'eau pendant peut-être 20 minutes, avant de mettre du photo flow pour enlever les taches. Et il ressort de là en criant et tout. Quoi. Mes films sont des graffinés. Je crois, ces dernières 4 images avaient été graffinées. Je me ronge les ongles, c'est pas moi qui les ai graffinés. Fait qu'il avait fait de l'auto-sabotage. Ah oui. Pour pas que... Fait que je suis rentré dans le bureau du directeur en chef du Journal de Montréal de l'époque. J'ai dit, garde, j'ai 2 jours de fête, je te les donne. Je te facture même pas. Rien, on commence ça. Mais on garde, je suis pas venu ici pour me battre avec des anciens collègues. Je m'en viens pas pour une job, je remplace parce que j'ai plus de travail. Tu sais. Tu me parlais, justement, que tu as couvert tous les grands prix. Est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous conter? Comment c'est un photographe, peut-être à l'époque versus aujourd'hui? Comment c'est traité l'image pour prendre des photos des pilotes, de la grille de départ, le podium? C'est quoi l'évolution qu'il y a eu avec le temps pour les médias? Il y a moins de photographes maintenant parce qu'il y en a qui couvrent tous les circuits. Ils ont limité ça à ceux qui gagnent vraiment leur vie. Puis à Montréal, nous, on est à peu près quelques photographes de Montréal parce qu'il y a les quotidiens. Il y a d'autres qui travaillent pour des plus petites agences. Mais moi, je suis bien traité parce qu'on a un accès plus privilégié parce que là, je travaille pour le promoteur. Fait que c'est la couverture est différente. Quand tu travailles pour un quotidien, tu as de la pression de réussir toutes les photos. Tandis que maintenant, je fais des photos des voitures, mais c'est accessoire. On a plus besoin de l'ambiance sur le circuit. La foule, les gens. La foule. On n'a pas autant besoin. Tu sais, moi, je suis dans les puits les dernières années, donc je suis là. Je fais la photo du pilote avec sa voiture qui passe la ligne avec le drapeau. Je suis déjà installé sur le podium, face au podium, pour faire les photos du podium avec le champagne. Okay. Parce que les autres photographes arrivent quand il reste un tour. Moi, je suis déjà bien installé, tranquille, j'ai pas à courir. Jusqu'à quel point la F1 contrôle les images que tu fais? Est-ce qu'ils ont un droit de regard? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de photographier? On n'a pas le droit, c'est qu'on n'a pas accès, tout simplement. Fait qu'on n'a pas vraiment de chicane. Tu ne peux pas faire de vidéo. Ça, ils gardent les droits de vidéo. Les photographes n'ont pas le droit de faire de vidéo. Mais au niveau des photos, on peut faire ce qu'on a. Nous, on a des listes de photos à faire. Non, on parlait de droit tantôt. Ces photos-là, ça appartient aux gens du Grand Prix ou à toi? Oui, les photos appartiennent aux gens du Grand Prix. Mais ils doivent te laisser, si tu fais un livre, ils vont te donner la permission de les prendre à ton nom et tout. Je peux les diffuser sur Instagram. Il n'y a pas de... On doit attendre quelques jours. Je comprends parce que c'est eux qui nous ont... Oui, pas les scooper, c'est eux autres. Oui. Okay. Je m'étais inventé des histoires que je me disais, s'ils doivent être des téléphotos de 3, 4, 500 mm, que tu peux avoir accès à des secrets industriels, genre le plancher, les ailes, et tout le fine-tuning qu'ils font sur des bolides. Je me dis peut-être qu'il y avait une crainte de ça. Je suis pas mal certain qu'il y a des photographes qui doivent le faire là, pour les autres écuries. Là. OK. De l'espionnage photo. Oui, c'est sûr, ça doit se faire, là, mais c'est difficile d'avoir accès aux voitures. Là. Je sais que tu as couvert et que tu couvres plusieurs événements sportifs. Tu en as fait beaucoup dans ta carrière. Tu as fait beaucoup de golf. Tu as fait 14 Olympiques, c'est bien ça? Oui. Et la F1. Qu'est-ce que tu préfères dans tous ces sports-là? Il doit y avoir des différences aussi. Qu'est-ce que tu retrouves, exemple, dans la F1 que tu ne retrouves pas dans les autres sports, ou le golf, ou les Olympiques, admettons? Mais il n'y a rien à battre comme les Olympiques, évidemment. Ça, c'est... Tu as plusieurs événements en 16 jours. C'est une diversité incroyable d'hiver et d'été. C'est ce que j'ai le plus préféré. C'est ce qui m'a donné
un boost à ma carrière, les Olympiques de 94 à l'Île-en-Mer, en Norvège. Tu as fait un livre là-dessus? J'ai fait un livre sur les Québécois à l'Île-en-Mer. C'est vraiment ça là, qui m'a donné vraiment le boost. Je suis revenu de là-bas... Connu un peu parce que les Québécois avaient très bien performé. Jean-Luc Brassard, Myriam Bédard. C'est toute cette année-là? Toute cette année-là, je crois, si je me souviens bien, il y a eu 13 médailles canadiennes. Il y en avait 11 d'athlètes québécois. Dans le sport, je m'y connais moins. Brassard, c'est ça, la grande écart? Le fameux Kozak. Kozak. C'est toute cette année-là, vraiment. Puis par la suite, j'ai donné une entrevue à Sport Plus, à TQS. Je l'ai écouté dernièrement quand je disais que je voulais tous les faire. J'ai réussi à en faire la grosse majorité depuis ce temps-là. Je connais pas trop cette industrie-là. Quand tu couvres les Olympiques, c'est pour qui exactement que tu couvres ça? J'ai couvert tous les Jeux pour la presse, sauf les derniers. J'étais à Paris pour le Comité olympique canadien, mais j'étais basé à la Maison du Canada. Donc, pas sur les sites? Aucun site. J'avais pas d'accréditation. J'ai couvert aucune compétition. J'ai fait seulement la Maison du Canada. Les athlètes étaient reçus là-bas. Mais tu as tout vécu, les Olympiques, Paris, là-bas. Là, ça devait être quelque chose. Là. Ben, tu sais, t'es à Paris. T'es habillé en capitaine Canada, là. Oui, comme les athlètes. C'est très couru à l'extérieur, le Canada. Ah ben oui, tu sais, je me promenais. Puis c'était vraiment... J'ai adoré. Moins de pression de courir des événements. Fait que ce que je faisais, c'était les spectacles à la Maison du Canada, les athlètes qui étaient reçus. Le protocole. Je suis allé 2 fois chez Stéphane Dion, l'ambassadeur, un dîner, une réception le soir, tu sais. C'est quand même avec les serviteurs, tu sais, c'est quand même agréable, là. C'est pas les petits sandwichs qu'on mangeait à la Haute-Rive à la batte le midi quand il y avait des photos des événements de sport. C'était différent, dans les jardins de sa maison privée. Les droits appartiennent à la presse, mais je vois que sur les réseaux sociaux, tu en publies souvent à côté sur l'actualité. Quelqu'un décède, un sportif. Ah, j'avais ma photo. As-tu toutes les archives chez toi que tu avais fait dans le temps pour la presse? Ben non, ça, c'est sûr que la moitié doivent être perdus parce qu'ils ont donné tout à la BANQ, mais j'ai gardé quand même certains négatifs que j'ai fait pour la presse. OK, c'est parce ça. Que la fois qu'ils m'ont perdu un négatif des Olympiques d'Atlanta, ça m'a très déçu. T'es sérieux? Fait que j'ai des négatifs que j'ai à la maison, là. Mais tu sais, ça n'a pas une valeur tout cassée, là, mais parce qu'on oublie de ce qu'on a fait. Mais tu sais, on a quand même accès à la Bibliothèque nationale. Tu pourrais aller repiger de tes photos à toi. Probablement, oui. Mais c'est les photos qui ont été publiées. Si pas tu as fait un transpose, pas nécessairement. Ouais, c'est sûr que pas le transpose, parce que tu peux avoir des surprises. Tu as pris des photos de quelqu'un qui n'était pas connu à l'époque, qui est devenu connu, là, mais tu sais, ça peut pas être tout digitalisé, le transpose, là. Comment que tu fais pour te retrouver dans tes archives? Comment que vous faites pour vous retrouver dans vos archives? Que tu réponds. Tu vas rire, mais à l'époque, j'avais des cartons 4 pouces par 6 pouces. Les petites Cardex. Donc, Cardex, mettons René Lévesque, j'écrivais toutes les dates, puis mes négatifs étaient classés dans des enveloppes à lettres. Ouais. Puis, sont tous là-dedans. J'écrivais sur l'enveloppe, pas René Lévesque, ouverture hôpital. OK. 22 décembre. Ensuite, hockey, 23 décembre. Fait que je peux retrouver quand même des archives, je n'ai pas de mémoire. Mais c'est manuellement que tu regardes. C'est manuellement. Mais ça, c'est les photos de l'époque du Courrier du Sud. Mais maintenant, tout est classé des disques durs par date. J'ai des agendas, j'essaye de revenir. Une mémoire, c'est l'hiver, OK, à peu près telle date. Fait que j'en ai perdu sur des CD que je suis plus capable de voir, des DVD, les débuts des années 2000. As-tu des copies sur des disques durs? J'ai pas des copies de tout, là. Et moi, je trouve que autant tes photos, Bernard, que des photos, Régent, ça a une valeur. Vous voyez ça juste comme moi, c'est juste des photos de ma carrière, tout ça, mais non, c'est des traces du passé. Là. Je pense que c'est quand même important. C'est une valeur beaucoup sentimentale, mais monétaire, je ne sais pas. Peut-être, oui, il y a des photos, tu sais, à l'époque, Henri Cartier-Bresson, les photos que tu vois, des photos d'archives, mais nos photos qu'on fait aujourd'hui, peut-être qu'un jour, vont devenir importantes, voir comment c'était en 2025, les gens... C'est important. Je suis content que tu dises ça, parce que je te disais que ça a une importance. Moi, à mes yeux, toutes ces archives-là, toi, comme photographe, tu dis, OK, c'est pas un Rembrandt, là, mais
oui, c'est le futur Rembrandt, tes photos. Ça peut-être, si on pense comme ça, oui. Ça Ben, peut regarde, ma banque d'archives, le nom, on l'avait trouvé à l'époque avec des amis en photo. Ça s'appelle les archives du futur. Oui, Mais les photos du Vieux-Montréal, il y a 50 ans, c'est plus ça aujourd'hui. Ça prend une valeur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne un petit peu de conférence dans le domaine historique puis d'archives, là, pour expliquer que gardez les images que vous faites, gardez-les, archivez-les. C'est pas bon. Oui, c'est bon. La rue Sainte-Catherine, dans 100 ans, même si aujourd'hui, elle a l'air, ça ne soit pas la même chose. Ça devient un problème parce que les gens gardent ça dans le téléphone, puis il n'y a pas de classement pour la majorité des gens. Mais tu vois, là, il y a une tendance au retour des négatifs. Les jeunes découvrent le film. Là, j'ai lu un article Retour dans la d'argent, presse. j'ai vu le même, oui. Puis là, on dirait qu'ils font des exploits. Wow! Hey, je prends des photos au film, puis hey, tu vois, c'est pas bon, cette photo. Pas parce que tu le prends en film qu'elle est bonne, là. Tu sais, quand tu commences ta carrière en film, il fallait que tes photos soient bonnes, là. Je pense que ce qu'ils recherchent là-dedans, parce que moi aussi, je le vis, je prends des photos, pas avec un iPhone, mais avec un appareil argentique, c'est le fait de prendre une photo et de ne pas voir le résultat. C'est sûr qu'on peut mettre un tape sur notre écran d'iPhone, là, mais le fait que tu prends des photos et tu ne le vois pas dans l'immédiat, ce que tu as pris, il y a le petit... C'est comme une double satisfaction, tu sais, quand tu arrives à développer ta photo, tu sais, ah, wow, c'est ça mon cadrage. Et le fait de prendre le temps aussi pour prendre une photo. À cette heure, c'est facile. Tout le monde a un appareil photo dans les poches. Il sort ça en mode rafale. Tu prends des photos. C'est ça. Là, tu dis, OK, je recrop. Puis là, à cette heure, tu peux effacer des choses sur la photo. C'est le côté, justement... artisanal de l'image. Artisanal. Il y a quand même quelque chose là-dedans que je pense que la nouvelle génération retrouve. Je pense que c'est ce côté-là de prendre le temps de prendre la photo. Et autant côté technique, côté cadrage, et d'avoir la satisfaction de la shot qu'on a. Oui, bien, ils vont se rendre compte que c'est pas si facile que ça, faire une bonne photo. Il n'y a pas juste le côté champêtre du petit appareil en métal. Là. Et tout appliquer ça, on applique toute cette technologie-là de connaissance dans une fraction de seconde, parce que l'événement qu'on veut photographier, des fois, il est rapide. Tu sais, la photo de la marmotte, je pense que tu peux pas aller à côté avec un pose-mètre pour savoir la lumière. Non, c'est tout ça aujourd'hui. Là, faut que, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. En 1970, la compagnie Polaroid avait lancé le SX70. Oui. Premier Polaroid que tu n'avais pas besoin de les faire sécher, il apparaissait. Ça. Et on a prêté en Europe, pour la revue française, l'appareil à 6 grands photographes de l'époque. Et tu reconnaissais les photos de Lucien Clerc, les photos de David Hamilton. Tu reconnaissais tout avec un appareil de base, avec le même éclairage, parce que c'était l'intelligence du photographe dans son œil que tu reconnaissais pour un appareil grand public. Bien, j'ai toujours dit que c'est pas l'appareil qui fait le photographe, là. Parce que tu peux aller t'équiper, je t'ai acheté le dernier modèle qui coûte 8 000 les objectifs, mais ça veut pas dire que tu vas avoir le talent de faire la photo. Pour les réseaux sociaux, la photo qui a le plus de vues, c'est une photo qui a été prise à la maison d'une auto en flammes en face de chez nous. Je l'ai vu, ça. Ben oui, c'est ça. J'ai vu la rue, mais t'as juste sorti de la maison. pas été couvrir ça. C'est même pas sorti. Ah non, t'étais dans le salon? On était en train de déjeuner, puis là, on voit une lumière rouge. Ah, que c'est bon. Puis là, je regarde, je voyais le pompier, je pensais qu'il était chez le voisin. Je vois l'auto est en feu. Être dans le salon, pris au travers de la fenêtre. Pour faire un parallèle, lui, il restait des nuits complètes à attendre sur les scanners et sûr qu'il y a eu un incendie dans une voiture. Toi, tu fais ça de ton salon. Oui. Fait que c'est la photo qui a eu le plus de vues sur Instagram. C'est spécial. C'est chez vous. Écoute, je photographie les feux d'artifice avec le drone de ma cour assis confortablement. Wow. Le drone au-dessus de ma tête. OK. On ne dira pas à personne. C'est la réalité. C'est selon les règlements, parce que j'ai un permis avancé. C'est que ça te permet de piloter un drone de plus de 249 grammes. Parlant de drone, je vois que tu en as beaucoup sur tes réseaux sociaux, dont Instagram. Est-ce que tu peux me dire ce que ça a amené de plus, mettons, dans ta carrière, d'avoir cet angle de vue-là qui est quand même, somme toute, souvent spectaculaire, ne serait-ce que pour des photos, des prises de vue personnelles, que pour couvrir des événements sportifs? Ben, en fait, on n'a pas le droit de voler au-dessus des foules. OK. C'est pour un événement. Fait que ce que je fais, c'est des photos de paysages, mais tu peux... je documente un peu le pont Champlain, la déconstruction et la construction du nouveau. J'ai des photos de ça. J'ai débuté au début de la pandémie, en fait. OK. Tu peux utiliser un drone, tu le fais décoller dans le but d'aller faire une photo et non pas une fréquence vidéo? Je connais pas ça. La majorité du temps, moi, c'est 95% de photos. Ah, OK. Ah, c'est intéressant. OK, donc tu es encore photographe, même si tu es dans les airs. Oui. C'est pas on filme, puis après ça, on prendra... Tu vois, la majorité des gens, c'est comme un jouet, ils achètent ça. Je l'ai envoyé à 2 kilomètres. C'est pas
C'est pas un jouet, là. Prends ton char, Parce que vas-y. les gens, quand je décolle, il y a beaucoup de monde. Ah, c'est le fun de ton jouet. C'est pas un jouet, ça coûte pas loin de 5 000 Ouais. Fait que pour moi, c'est un outil de travail. Puis je fais pas d'exploit de l'envoyer à 2 km, là. Je comprends. C'est sûr, j'ai déjà la réponse à ma question. T'as-tu déjà en craché des drones? C'est comme j'ai déjà dit dans une conférence, les chances de crasher sont de 100%. Ouais. C'est pas quand, mais c'est sûr que ça va arriver. Ça t'est pas arrivé, toi? Ça m'est arrivé 3 fois. Qu'aurais-tu à donner comme conseil aujourd'hui à un jeune photographe qui veut forger sa carrière comme photographe, même spécifiquement sportif? C'est sûr qu'on rêve tous de couvrir le Canadien, les Olympiques. Mais la bonne façon de commencer, moi j'avais commencé comme ça, les Jeux du Québec régionaux. Tu peux te faire accréditer, tu fais du bénévolat, tu te pratiques, tu vas dans les arénas, c'est pas le Canadien, mais ça te donne une bonne idée, le hockey. Puis ensuite, tu montes les échelons. C'est difficile de gagner sa vie juste la photo sportive. Il y en a très peu qui réussissent à faire ça. Mais de débuter au bas de l'échelle avec un appareil selon tes moyens, faire ses photos, les faire circuler sur les réseaux sociaux. Se faire connaître surtout. Se faire connaître. C'est comme C'est le réseau, quand on a commencé. Le réseau qui commence tranquillement, Oui, tranquillement. les moyens ont changé. Là. Moi, j'ai suivi les conseils des livres d'Antoine Desilets à l'époque. Fait que j'ai commencé dans un hebdo. Aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile parce qu'il y a de moins en moins d'hebdos. Ouais. Antoine Desilets, pour moi... On a la même bibliothèque, hein? Oui, On a lu les mêmes choses. Pour les auditeurs, c'est- on a des livres d'Antoine Desilets sur la table en ce moment, ils viennent d'apparaître. Le pire, c'est qu'on l'a côtoyé, on a Oui. travaillé avec lui, puis on a commencé avec ses livres à lui. En fait, moi, je n'ai pas travaillé avec lui, mais je l'ai rencontré. Excuse, parce que je suis plus vieux que toi. Par la suite, là, tu sais, Est-ce que tu donnes de la formation, hein? Des conférences techniques? Là, Oui, vraiment? je donne des conférences assez régulièrement dans les clubs photo. OK. Il y a un petit côté technique. La dernière que je donne, c'est les anecdotes derrière mes images favorites. J'explique mon début, ce qu'on a jasé, la chambre noire, comment on transmettait des photos pour les agences de presse. Ah ben oui, OK, le délai Tout qu'il y avait avant. Ben oui, comment c'était plus Les compliqué. Nordiques à Québec, ils mettaient le film sur l'autobus, puis on Il y en a allait déjà le eu chercher. ça. Il y a eu plein d'anecdotes comme ça que je raconte dans mes conférences. Est-ce que tu parles de la photo de la marmotte? Bien sûr. Pas le choix, ça, c'est un incontournable. Un classique. Ben, je te remercie justement de nous avoir conté cette histoire-là autour de cette fameuse photo-là que je vois encore souvent passer. Quand on fait des recherches sur Bernard Brault, on voit toujours cette photo-là de marmotte. Merci de nous avoir parlé des détails autour de ça. Et merci d'avoir participé au balado, surtout. C'est vraiment très apprécié. Et si on veut voir nous, on va mettre quelques photos aussi sur nos réseaux sociaux, mais si on veut te suivre, où est-ce qu'on peut voir ton travail encore actuel aujourd'hui? La meilleure façon, c'est mon compte Instagram, Bernard Brault. Assez facile à trouver. J'ai mon site web, bernardbrault.com, mais il n'a pas été mis à jour depuis plusieurs années. Mais c'est des belles archives qui sont Oui, là-dessus. il y a plusieurs photos d'archives. Ben merci, anciens collègues et amis photographes. À la prochaine. Merci à vous deux. Merci. N'hésitez pas à visiter nos plateformes pour voir les photos relatives à cet épisode. Commentez et partagez. Autour d'une photo, l'histoire devant l'image.